songes inédits, élan d'un héros, forgeant l'infini. Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va traiter un graveur laser et un graveur laser dont vous avez peut-être pas encore entendu parler. Je l'avais montré vite fait dans ma vidéo du Formnext, vu qu'il avait été montré au Formnext, montré et pas présenté, donc on l'a pas vu fonctionner. C'est un nouveau venu dans la gamme des Falcon de Creality. C'est le A1. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Premièrement, il se veut être un graveur laser accessible. Alors accessible pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas les prix, donc au moment où je le teste, le produit, on n'a pas encore vraiment une fiche technique. Je vais découvrir avec vous. Toutes les spécificités n'ont pas été annoncées, le prix n'a pas été annoncé. Donc je ne peux pas me positionner par rapport au prix dans cette vidéo. C'est pourquoi je vais faire une vidéo découvrir avec moi et pas le grand test. Et on a ici une machine donc qui se veut accessible d'après les publicités pour le prix, mais aussi accessible par ses fonctionnalités, parce que, et c'est un point qu'ils mettent dans le message qu'ils m'ont envoyé avec les quelques infos que j'ai, et il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il y a une caméra, ce qui va faciliter le positionnement. Ça, on commence à avoir l'habitude. Vous voyez que c'est un design dans un caisson fermé, mais surtout une machine qui se veut avec une détection intelligente des matériaux. Et ça m'intéresse, et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de tester ce graveur laser, parce que vous savez que je trouve que les graveurs laser se démarquent plus vraiment les uns des autres ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle je refuse à peu près 8 tests de graveur laser sur 10. Mais ici, avec cette feature de détection automatique des matériaux, ça m'intéresse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il peut détecter automatiquement la hauteur du matériau, mais il va pas savoir me dire si je suis sur du contreplaqué ou sur de l'ardoise? Ou est-ce que ça veut dire le truc dont tout le monde rêve, moi y compris, parce que je suis un gros fainéant de devoir aller chercher toujours des paramètres, qui verra que c'est de l'ardoise et que du coup il va adapter automatiquement ses paramètres? J'en sais rien. Mais on va regarder ça dans la vidéo. Alors bon, pour la boîte, comme vous pouvez le voir, on a une boîte qui est assez large, ce qui me donne l'impression, et ce qui serait vraiment cool, parce que je commence moi à être un peu fatigué de devoir construire des graveurs laser. On a un graveur laser qui semble être directement monté dans le caisson, donc c'est un caisson. On a un laser de classe 1 entièrement fermé, et il semble être entièrement monté. On va confirmer ceci. Il semble déjà pas mal emballé. On a de la protection, d'abord une belle couche de carton, ensuite on a une machine qui est très jolie, que vous voyez pas. On a donc une machine, comme je disais, que je trouve vraiment très jolie. Je trouvais que sur les Creality Falcon complètement fermés des gammes précédentes, mon plus gros défaut était le fait que déjà c'était casse-pied à monter, et de deux, l'acrylique de protection était souple et ne m'inspirait pas la plus grande confiance, surtout quand on voyait la concurrence. Ici, on est vraiment sur de l'acrylique qui semble qualitatif, il est épais, et le cadre lui-même reprend le design un petit peu de Creality. On est dans la logique, par exemple, d'une K2+, donc ils ont fait un peu plus de lien avec leur gamme impression 3D, même s'il faut savoir que chez Creality, c'est deux entités différentes, mais on voit qu'ils travaillent leur image de marque. Donc on a un modèle que je trouve plutôt élégant et assez compact aussi, puisque, allez, on va prendre les mesures. Il fait 57 cm sur 46 sur 21. Donc on a un modèle qui est quand même assez compact. Alors je ferai un tour plus détaillé après. Je vais continuer le unboxing. Donc à l'intérieur, on a le bloc d'alimentation, bon, c'est toujours utile. On a un manuel qui semble assez détaillé, qui est multilingue, dont le français, coloré, et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on va retrouver un petit sachet avec la quincaillerie. Je vois qu'on a une cale de focus, donc à voir si c'est au cas où on veut faire du focus manuel ou parce qu'il faut faire du focus manuel. Bon, sachez en tout cas que si ça vous inquiète, le focus manuel, c'est quand même extrêmement simple et la logique est très simple, mais je vous montrerai ça dans la vidéo.
On a un tuyau pour pouvoir venir se brancher à un système de purification d'air. Alors au Formnext, moi je l'ai vu avec un bloc de purification d'air Creality Falcon. Je ne l'ai pas reçu avec, j'en ai un autre d'une autre marque. Il fonctionne également. Mais donc voilà, on a le tube avec. Le câble d'alimentation, c'est toujours utile. On a une pompe pour l'air assist. Alors c'est toujours une pompe externe. Moi ce que je trouverais vraiment bien, c'est qu'on développe des pompes internes et qu'on n'ait plus comme ça un truc sur le côté. Bon, c'est pas encore le cas. C'est une pompe. Je ne sais pas si c'est écrit dessus. C'est pas écrit ici dessus. Quel est le débit de cette pompe? Mais bon, voilà. Peut-être que c'est écrit dans les caractéristiques et que je dirai ça plus tard dans la vidéo. Et donc pour le reste, comme vous voyez, on a strictement rien à monter, même pas la tête de laser à fixer, puisque tout est déjà fixé dedans. Alors tout est bien protégé avec du polystyrène à l'intérieur, il n'y a rien qui peut bouger. Et on a une petite plaque avec, et comme vous voyez, si vous voyez bien ici, on a une petite carte qui accompagne. Donc on a ici une plaque de peuplier de 3 mm, la grille pour pouvoir faire l'ajustement de la caméra, puisque on a une caméra qui permet le positionnement, et on a une grille pour faire l'ajustement. Je suppose pour Lightburn, mais peut-être qu'il y a un logiciel avec, on verra ça après. Et vous voyez qu'on a ici une petite carte qui accompagne le laser et qui accompagne surtout le matériau, pardon. On regardera ce que c'est, mais est-ce que c'est pour permettre justement l'authentification du matériel utilisé? Ce qui voudrait dire quand même qu'on doit garder ces petites cartes, ou que si on achète sur leur boutique, elles sont livrées avec ces petites cartes. Bref, on va regarder plus tard dans la vidéo le fonctionnement de cette authentification du matériel, puisque entre-temps, entre l'intro, je confirme qu'il s'agit d'un système qui permet d'authentifier le matériel utilisé pour mettre les paramètres qui sont les plus appropriés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était attendu par beaucoup depuis un bon moment dans la gravure laser. Alors pour le unboxing, c'est déjà terminé, et pour le montage aussi, puisqu'à part brancher l'alimentation et la pompe pour l'air assist, on n'a strictement rien à monter, à fixer, à visser ou quoi que ce soit. Même la tête laser est déjà préinstallée. Alors comme vous le voyez, on est sur une machine qui est entièrement fermée. Puisqu'on n'a pas de montage à faire, hop, petit moment ASMR. Occupe-nous un petit peu de faire un premier tour d'horizon de ce laser. Alors on va commencer notre petit tour d'horizon. Donc comme on l'a vu, on est sur un laser de classe 1, donc dans un caisson entièrement fermé qui normalement, puisque ça c'est la classe 1, ça signifie que on ne peut pas être en contact avec le laser lorsqu'il opère. Donc très certainement, et d'où la présence ici, vous le voyez pas, mais de petits capteurs magnétiques. Lorsqu'on ouvre la porte, le laser se met en pause. Donc a priori, on ne peut pas avoir un contact accidentel avec le laser, que ce soit au niveau des mains ou au niveau des yeux. On a des panneaux acryliques qui recouvrent l'ensemble, et comme je le disais en préambule, des panneaux acryliques qui sont épais et beaucoup plus qualitatifs que ce que moi j'avais vu sur les autres gammes de laser Falcon, où j'étais moins convaincu. On a une porte sur le côté qui vient nous permettre par exemple de venir mettre un nid d'abeille que j'ai reçu en dernière minute, mais j'ai reçu un nid d'abeille, donc on le regardera après. Ou venir mettre par exemple des planches plus grandes, et ça peut être pratique, de venir glisser une planche plus grande pour venir graver sur le dessus et pas forcément en dessous. Ou encore venir, je suppose qu'on doit dévisser, mais a priori retirer la plaque en acier qui est en dessous, par exemple si on a envie de le surélever pour graver sur quelque chose de plus haut. Au niveau du magnétisme, rien à dire, le système de tiroir fonctionne, de porte fonctionne très bien, et ça tient bien, que ce soit au niveau de la porte supérieure ou de la porte avant. Sur le côté droit, on va retrouver un bouton d'arrêt d'urgence, le bouton de démarrage, le bouton d'alimentation de la machine, tous les câblages nécessaires, et on peut voir qu'on a également un port pour un accessoire complémentaire. Ici, c'est illustré par un Rotary. Un port USB-C, ce qui veut dire que la connexion à l'ordinateur se fera par USB-C. Une clé de sécurité, donc on a en fait les trois sécurités, le power on-off, la clé et le bouton d'arrêt d'urgence. Sur l'arrière, on est sur quelque chose de relativement simple, on va juste retrouver la sortie de l'extracteur d'air.
Et donc voilà, ça c'est pas mal. C'est fourni, comme je le disais, avec une buse qui permet d'être connecté à un purificateur d'air ou un système d'extraction d'air extérieur. Et l'autre côté est tout nu et tout sobre. Sur le dessus, on va reprendre le logo Creality Falcon. Vous voyez que le logo est relativement différent du logo Creality qu'on voit sur les marques d'impression 3D. C'est comme je l'ai expliqué, hein, même si on est sur la même entité de manière générale, sur des produits Creality, ce sont en fait vraiment des petites... C'est une organisation interne qui fait que l'organisation est différente. Donc, même si on retrouve du Creality, et comme je l'ai dit, notamment au niveau du design de la machine, on est sur deux logiques de produits différents et deux marques, entre guillemets, différents, puisqu'ici, on est sur la marque Creality Falcon. À l'intérieur, donc, comme je le disais, un espace relativement compact. Alors, on n'est pas sur du 40 sur 40 en surface du travail, on est sur du 30 cm sur 38 cm. Donc, voilà, hein, c'est avant tout une machine qui est destinée à l'entrée de gamme. Je le disais, c'est l'objectif de faire une machine accessible, que ce soit par la taille, par le prix, par l'usage. Au moment où j'enregistre, vous voyez, je ne l'ai pas encore allumé, donc je ne sais pas dire si leur objectif est atteint ou non, mais en tout cas, c'est l'objectif avec cette machine-là. On peut voir ici donc qu'on a un système à double axe. J'avais dit dans ma vidéo précédente sur le Tuca que c'était un nouveau modèle avec un système Core XY avec des rails, enfin des tiges linéaires, et on voyait pas ça souvent sur les lasers. Et ben voilà, on le revoit encore ici. Hein, donc vous voyez que l'axe Y et l'axe X se déplacent tous les deux sur un système de tiges linéaires. Donc voilà, je trouve ça pas plus mal. C'est censé permettre d'avoir une plus haute vitesse et une plus grande stabilité dans les déplacements. Je l'ai déjà montré avant, on a un fond en acier. On peut venir y mettre un nid d'abeille. D'ailleurs, moi j'ai reçu, mais je l'ai reçu hier, une petite boîte avec quelques matériaux test et un nid d'abeille. Et donc voilà le nid d'abeille qui est parfaitement adapté à la taille du laser. C'est un accessoire, je pense, qui sera vendu séparément. En fait, je ne sais pas, je vais pas m'avancer. Bon, moi j'ai reçu la boîte à part, donc je pars du principe que c'est pas fourni dans la boîte de base, mais il est possible que la boîte que moi j'ai reçue, parce que je l'ai reçue quand même bien en avance par rapport à la sortie, même à l'annonce grand public, peut-être que les packagings seront un petit peu différents. Ça, j'en sais rien. Toujours est-il que il sera quand même possible d'avoir, soit avec, soit via un achat complémentaire, un nid d'abeille qui est parfaitement adapté à la taille du laser. Et en ce qui me concerne, et là encore, je ne sais pas s'il y aura des modèles différents, des moins puissants, des plus puissants, mais la mienne est fournie avec une tête laser de 10 watts, ce qui est un bon compromis pour réduire les coûts et faire du travail de création domestique, j'ai envie de dire, de tous les jours. Hein. Vous ne pourrez pas couper dans du pain de 30 mm avec ça, c'est sûr, mais je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème pour travailler avec les matériaux coupants, que ce soit en courant, que ce soit en gravure ou en découpe, par exemple avec des plaques de peuplier de 3 mm, etc. Mais on va voir plus tard un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Vous pouvez voir qu'on a un système de chaîne ici, et ça, c'est pas plus mal pour le câble management, avec un système ici. Je sais pas comment je vais l'appeler. Hein. Il y a pas de nom. Il y a peut-être un nom technique pour ça, mais en tout cas, le système de fixation de la chaîne est en métal qui paraît bien solide et qui permet un mouvement fluide sans abîmer les connexions des câbles ici au-dessus. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc vous voyez qu'on peut se déplacer et la chaîne est bien prévue pour ne pas venir avoir un blocage du mouvement par les câbles. Alors, a priori, vu le côté accessible de la machine, les courroies sont bien réglées, mais on voit qu'on a un accès facile au réglage des courroies via vis par ici et par ici. Enfin, autre point qu'on retrouve, hein, c'est une caméra qui est intégrée, qui permet donc, une fois la porte fermée, de venir voir notre plateau de travail. Il dit Smart Camera, donc je verrai un peu plus tard dans la vidéo ce qu'elle apporte d'autre. On peut voir qu'on a un système pour permettre de venir bloquer l'objectif de la caméra. Voilà.
En termes de sécurité, je sais que des personnes sont plutôt soucieuses de ces produits qui intègrent des caméras et dont ils ne savent pas ce que font hein, les serveurs ou les marques de ces images. Donc ici, ben, ils règlent le problème en disant si vous avez un doute, eh ben, vous avez un cache-œil et la caméra, de toute façon, n'enregistrera rien d'autre qu'un gros bloc noir. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce laser. Je vais le brancher, je vais vous passer le détail, mais bon, hein, en gros, il faut brancher la pompe de l'air assist là où c'est écrit air assist et le câble de courant là où c'est écrit câble de courant. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous insulter au point de vous montrer comment faire. Par contre, on va passer sur l'ordinateur et on va voir un petit peu comment et où sur une application mobile. Ça, j'ai pas encore vu s'il y avait, mais on va regarder comment l'utiliser. Alors comme vous le voyez, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, ben, on n'a toujours pas sur le site de Creality Falcon de référence à ce laser. Hein, il n'est pas sur la petite image et on n'a pas les informations et on n'a pas de clé USB avec un logiciel, donc on a deux choix pour le logiciel. On peut utiliser Lightburn hein, et donc je ferai probablement un test de gravure sous Lightburn avec, mais on peut également utiliser le Creality, alors le nom c'est, donc en cliquant ici, le Falcon Design Space. Voilà, on a une version macOS, une version Windows. Le graveur laser, je suis toujours dans l'atelier, je préfère être à côté, donc je vais être sous mon petit ordinateur sous Windows. Donc je viens installer la version Windows. Alors quand je le démarre, ça tombe bien, je choisis mon graveur laser et là, par chance, j'ai le Falcon A1 et vous pouvez voir qu'ici sur l'image, c'est pas exactement la même coque. Hein, il avait ici en blanc. Nous ici, comme vous l'avez vu, on est sur... moi, je le trouve plus classe comme il est là maintenant. On a un petit tutoriel pour nous expliquer comment l'installer. D'ailleurs, on a une petite vidéo ici qui nous explique comment l'installer. Bon, vous avez vu, pas grand-chose. On nous explique également, hein, donc c'est plutôt intuitif, hein, je trouve, avec une explication quand même assez claire de comment le connecter. Et me voilà dans le logiciel. Alors le logiciel, bon, il est encore en version bêta. On a une petite base de données de design, donc ça, c'est plutôt sympa. Hein, on pourrait décider un modèle qu'on a envie de graver pour le test. Et en cliquant ici, on a notre espace de travail. Il me demande s'il faut afficher le guide d'opération. Je vais dire oui pour voir ce que c'est. Et on a ici, il vient nous expliquer comment utiliser le logiciel. Donc d'abord, il nous dit de connecter et de sélectionner la puissance, de connecter la caméra, de prendre des photos et de positionner, de choisir notre modèle, de sélectionner le mode de gravure. Et donc on a un petit guide, voilà. Bon, moi j'ai l'habitude avec Lightburn. On est un peu dans la logique de Lightburn de manière qui paraît plus simpliste et donc peut-être mieux. Vous voyez que j'ai un graveur laser qui est connecté ici, hein, donc c'est mon Falcon A1 qui est bien connecté. Je peux utiliser ce logiciel avec les autres graveurs. C'est bien le 10 watts qui est là. Au niveau des matériaux, alors là pour le moment, j'ai pas encore vu une détection automatique des matériaux. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, on verra après. Mais au niveau des matériaux, vous voyez qu'ici, on a une base de données des matériaux et ça, c'est vraiment bien. Et une base qu'on peut venir personnaliser nous-mêmes. Donc là, par exemple, j'ai une plaque de basswood de 3 mm et c'est une 30 sur 30. Bon, voilà, je viens modifier. Donc là, il n'y avait pas une détection automatique. Et on a toute une série de paramètres, hein, scratch paper et en fonction des couleurs, du métal, du cuir, au niveau de l'acrylique, des brown badge, je ne sais pas ce que c'est, et d'autres. Donc on a vraiment pas mal de choses. Je vois pas là ce que moi j'aime bien faire, c'est-à-dire l'ardoise, mais c'est pas grave si je veux, une fois que j'ai fait mes tests de personnalisation, je peux venir décider, voilà, que l'ardoise, hop, aura ces paramètres-là. Donc ça c'est pas mal, mais là on est encore au niveau du paramétrage manuel, qui est quand même déjà, je trouve, intéressant. Donc je vais revenir sur ma planche de contreplaqué de 30 sur 30 en 3 mm. Voilà. Et donc il dit, pour toutes les couches, les paramètres de traitement ont déjà été programmés. Et ça, je trouve déjà que c'est bien. Alors j'ai l'onglet caméra. Je peux voir ici
l'état de la caméra c'est connecté, non étalonné. Donc je vais devoir faire un étalonnage. Je vais venir cliquer sur étalonnage de la caméra. Je viens dire qu'il y a la plaque en nid d'abeille qui est installée, parce que moi j'ai la plaque en nid d'abeille qui est installée. Et je viens cliquer sur calibration. Et c'est là que ceci va nous servir. On est exactement dans la même calibration que sur Lightburn. Donc je vais retirer ma plaque ici de contreplaqué. Bon, alors comme j'ai bougé l'axe, il se remet en mouvement, hein, il refait du bruit. Et en fait, je viens placer à différents endroits ce papier. Je vais m'assurer que l'image soit pas gênée par ça, donc je le cale là dans le coin. Et je viens ici, donc là je l'ai mis en haut à gauche, je viens cliquer ici sur télécharger l'image en haut à gauche. Alors il me dit, on n'a pas détecté correctement l'image, il faut recommencer. Bon alors j'avais un petit peu du mal et je vois qu'ils disent que si on utilise un honeycomb, eh ben, il vaut mieux le recouvrir d'une plaque de contreplaqué. Donc en fait j'ai retiré le honeycomb, je recommence à mettre la calibration et vous voyez qu'ici ben, c'est vrai qu'on a plus facile. Je suis juste revenu, hein, j'ai recommencé et j'ai remis ici plaque standard. Je reclique sur calibration et maintenant je clique sur télécharger l'image. Et là, vous voyez qu'il le découvre tout de suite. Et je trouve ça même plus facile et moins casse-pied que dans Lightburn. Je viens mettre dans le coin, je clique là, il la découvre tout de suite. Dans l'autre coin, je fais un peu dans le sens que je veux. Et voilà, une fois que j'ai pris toutes mes photos, je fais suivant. Et maintenant, je dois mettre une planche en bois. Donc là, ben, on va recommencer, hein. On va reprendre cette planche-là. Alors, j'ai pas mis le nid d'abeille, donc ben, je dois refaire mon focus. Mais c'est pas très grave, puisque comme vous avez vu, c'est très vite fait. Et voilà, mon focus est déjà fait. Je clique sur 4 pour m'assurer le matériau, enfin pour m'assurer le positionnement. Vous voyez que ça bouge. Il va faire son homing et puis il va venir recadrer. Je peux constater que ma planche sera bien exploitée pour calibrer ma caméra. J'ai pas de paramètres à mettre, hein, puisqu'il m'a dit de mettre une planche de contreplaqué. Il connaît déjà ses paramètres. Je dis commencer. Et là, il va faire une petite gravure. Et voilà, maintenant que c'est fait, je clique sur télécharger l'image ici. Vous voyez qu'on voit ma gravure. Et je vais devoir venir double-cliquer sur les points centraux. Donc ici. 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 Et ici, vous voyez que ça me forme un carré. Je clique sur terminer et la calibration de ma caméra est faite. Maintenant, je viens cliquer sur photo et vous voyez que j'ai mon espace de travail qui apparaît avec mon matériau. Je vais venir voir si c'est bien calibré. Alors pour ça, ce que je vais faire, donc déjà, on voit qu'on avait nos matériaux en fonction de ce qui était prévu. On l'avait vu avant. Vous voyez ici nos paramètres de gravure par calque, et là on est dans la même logique que Lightburn. Et par contre ici c'est totalement gratuit, hein, donc on ne doit pas payer une licence à Lightburn. Pour les personnes pour qui Lightburn semble trop complexe, je trouve quand même que c'est une version qui paraît pas a priori vachement limitée, contrairement à certains logiciels que j'ai pu voir, et qui en même temps permet d'exploiter des fonctions comme des caméras, puisque jusque-là, toutes ces caméras étaient dédiées à Lightburn. Donc ici, je vais tester, on va tester et je vais essayer de mettre un truc dans le centre. Je vais mettre un petit cœur dans le centre. Hop, ça paraît simple, hein, donc j'ai un petit cœur, je viens simplement le positionner. Alors il y a un magnétisme, donc j'arrive pas à le positionner de manière hyper centrée. Je ne sais pas si j'ai une option pour désactiver le magnétisme. Habituellement, on fait CTRL et ça le permet. Ce n'est pas le cas. Bon, je dois peut-être apprendre à utiliser. Donc, on va dire qu'on a le cœur qui n'est pas entièrement au centre. Voilà. Hein.
Ben, tiens, je vais mettre le cœur ici, comme ça, et on va voir s'il sait le graver précisément dans le centre, à cet endroit-là. A priori, j'ai plus rien à faire d'autre, donc j'ai choisi mon matériau. Il a adapté automatiquement les paramètres de gravure au matériau. Je clique sur début. Alors, petit point, il était en position actuelle. Il faut bien mettre en coordonnées absolues, hein. Sinon, ça ne va rien. Donc, je reclique sur début. Il est parti pour le faire. Zoup. Et maintenant, je vais prendre ma plaque et on va voir s'il a pu le positionner parfaitement. Et comme vous voyez, j'ai mon petit cœur qui est positionné exactement à l'endroit où je lui avais demandé. Donc, ben, la caméra fonctionne bien. Alors, petit point sur la détection automatique des matériaux. Oui et non. Alors, comme vous avez pu voir, on a dans le logiciel déjà une bibliothèque de matériaux qui est vraiment intéressante, qui permet déjà de pas trop se casser la tête. Et donc, d'une certaine manière, c'est automatique puisque à partir du moment, c'est pas la machine qui va détecter automatiquement et dire oh tiens, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi j'ai une plaque de contreplaqué, donc je vais mettre ces paramètres. C'est vous qui décidez dans le logiciel quelle est la plaque quel est le matériel que vous utilisez et il va automatiquement adapter les paramètres d'usage. Donc ben voilà, hein, ça c'est. Soyons précis par rapport à ça, c'est pas aussi waouh que ce que j'avais cru comprendre, mais en même temps, c'est déjà très bien, je pense, par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et à côté de ça, on a avec, hein, je vais vous montrer ici, on avait une petite plaque comme ceci, hein, qui était fournie avec la plaque de contreplaqué, et j'ai reçu des matériaux tests. Et par exemple, ben ici, des plaques d'acrylique. Je vois qu'ici, j'ai de l'acrylique vert. Et avec, eh ben, j'ai ces cartes-là. Hop. Donc, j'ai ces cartes-là. Ce qui me permet de venir voir qu'ici, donc j'ai ma plaque d'acrylique vert de 3 mm. Hein, c'est bien ça. Si l'autofocus veut bien, c'est bien ça. Je viens scanner le code QR ici. Et on a une base de données du matériel qui apparaît. Hein, donc on voit ici, on est sur de l'acrylique vert de 3 mm. Et en fonction de notre graveur, eh ben moi ici c'est un 10 watts, il nous propose ces paramètres. Donc 90% de puissance pour 3000 de vitesse pour une passe en gravure. Et 95% de vitesse pour 3 passes en découpe. Et si jamais, alors ici, ben, cette plaque-là, elle est déjà reprise dans la base de données des matériaux, mais si jamais ce n'était pas le cas, eh ben, je pourrais créer un matériau personnalisé en me servant de cette base de données. Et en fait, je me rends compte que la détection automatique des matériaux, ça va plus loin que ce que je viens de vous dire. Comme je vous dis, je découvre la machine. C'est ça le côté un petit peu... on n'a eu aucune info sur une machine qui vient d'arriver. Je vais vous montrer un truc. Donc, je viens prendre ici ma plaque d'acrylique verte, je la mets. Alors, je dois évidemment, avant de graver, venir faire mon focus hein, pour que ce soit bien fait. Je prends ma petite carte, je la mets dessus, je vais fermer la porte et vous voyez qu'ici, il me dit, tiens, j'ai identifié automatiquement le matériau. C'est ça, du Green Frost acrylique. Est-ce que tu veux appliquer ça au calque actuel ou à tous les calques? Je dis à tous les calques. Hop. Et voilà, il a changé mon matériau, il a changé mes paramètres de gravure et il les a mis automatiquement. Donc en fait, on est quand même sur un système d'authentification automatique des matériaux avec une petite opération manuelle. Hein, c'est entendu, mais on va quand même déjà beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà vu pour le moment. Bon. Je vais revenir à ma plaque de contreplaqué pour faire un premier test de découpe avec le nid d'abeille et après on reviendra à cette plaque d'acrylique. Je viens évidemment refaire mon focus. Je retourne, hein, puisque ça a changé, il n'y a quand même pas une mise à jour automatique. Je vais reprendre mon petit carton. Je pourrais venir rescanner directement dans la machine mon petit carton ou moi je vais venir prendre ma planche de 3 mm ici en 30 sur 30, non c'est en 20 sur 20, pardon. Voilà, hop. Et en fait, vous voyez ici, j'ai mis le nid d'abeille pour la découpe.
je devrais venir refaire un autre calibrage avec le nid d'abeille, puisque je ne l'ai pas étalonné avec le nid d'abeille. Alors, je vais vite faire mon calibrage avec le nid d'abeille, puisque forcément, on va être plus haut. Et voilà, ma calibration est refaite. Et comme vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut avoir donc plusieurs calibrations. J'ai ma calibration avec un numéro de calibration en plaque standard et en nid d'abeille. Et je peux faire une calibration aussi différente avec les différentes plages d'épaisseur, par exemple, de mes matériaux. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme approche, parce que je ne pense pas que dans Lightburn, on puisse faire ça. Et maintenant que j'ai refait ma calibration, vous voyez que avec mon nid d'abeille, j'ai un champ plus large et je vois plus largement mon espace de travail. On va faire un premier test de découpe, comme ça, vite fait, sur le contreplaqué. Et pour ça, je vais tester au passage les fonctions de vectorisation. Donc je vais prendre une image. Alors on a une bibliothèque d'images. Je vais importer la mienne. Je vais prendre ce dragon. Donc là on est dans un format image. Alors bon, c'est pour le test de la découpe. Donc on va reprendre cette planche-là. Et en faisant un clic droit, je vais lui demander de venir tracer l'image. Je choisis un seuil de trace. Vous voyez le petit entourage rouge va me montrer ce qui va découper en fait. Je me mets là où je suis au plus proche. Donc je vais mettre, voilà, on va dire comme ceci. Et là, vous voyez que j'ai un chemin qui a été tracé automatiquement en partant de l'image. Et je peux faire ça avec n'importe quelle image plutôt de l'ordre du dessin. Je me remets en coordonnées absolues, ici, ça c'est la position de départ. Je viens sélectionner mon calque, ici, donc je choisis un modèle, je le veux. Je pourrais par exemple graver en remplissage, d'ailleurs on va faire les deux. Je vais d'abord graver en remplissage, donc là il adapte, vous voyez, une vitesse de 3000, une puissance de 40%. Il y a juste un outil qui me manque par rapport, alors est-ce que c'est ici ? Ah oui, voilà. Non, on a la visualisation, donc il est censé prendre, c'est quoi, c'est 26 secondes ou 26 minutes? On va, avant de couper, faire un test de gravure, comme ça, ici. Et puis on coupera de l'autre côté. Je le démarre, il est parti, vous le voyez là. Alors je ne peux pas ouvrir la porte. Alors non, il dit quand même 26 minutes, donc là j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'on pourrait aller plus vite quand même, Je crois que leurs paramètres proposés ici sont très prudents. Après, prudence émère de toutes les vertus, donc je pense qu'ils proposent ici une solution très équilibrée qui permettra d'éviter les erreurs. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la gravure est très propre, les paramètres sont bien respectés. Comme je le disais, c'était un peu lent au moment de graver, mais je pense que c'est vraiment des paramètres très de sécurité pour les personnes qui n'ont pas besoin d'essayer d'optimiser les vitesses de gravure. Alors, comme j'ai dit, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de voir. Je pars du principe que j'ai un usage un petit peu plus avancé. J'ai pas envie de me contraindre à ce que me propose Creality. Est-ce que j'obtiens un bon résultat en augmentant mes vitesses? Et donc, finalement, pour avoir la même chose, si j'augmente mes vitesses, il faut que j'augmente également ma puissance de gravure, puisqu'ici on était à 40% pour 3000 de vitesse. Et après, je ferai une découpe. Alors, désolé si on entend un petit bruit de fond et puis un bruit un petit peu étouffé, mais j'ai activé le purificateur d'air puisque j'ai pas envie de tuer mes poumons. Et j'ai un masque sur la bouche. Alors, j'ai réactualisé ma photo. Je peux venir ici, modifier mes paramètres. Je vais tripler. Je vais mettre 12 000 et 80%. Alors, je tape au hasard. En faisant ça, j'en ai a priori plus que pour 7 minutes. On va voir si ça donne quelque chose. Voilà. Alors, comme ça, vous voyez la différence. Je pense que je devrais mettre un petit peu plus que 80%. Mais finalement, personnellement, voilà ce qu'on obtient avec le full automatique. Je pense que c'est quand même très bien pour les personnes qui n'ont pas envie ou besoin d'essayer d'optimiser. Mais en optimisant, on gagne en vitesse et je trouve qu'on gagne également en qualité de gravure. Donc, à savoir, ça retire pas le côté sympa d'avoir une calibration, une reconnaissance des matériaux et des profils prédéfinis, mais
si on a un usage plus avancé, on n'est pas non plus prisonnier de ce profil prédéfini. Alors, on va maintenant faire un test de découpe. Je vais évidemment venir mettre à jour ma photo et je vais découper ici, comme ça. J'ai qu'à changer mon calque, il vient mettre les paramètres de découpe qu'il veut, donc 100% de puissance pour 350% de vitesse. Alors voilà, hein, on va lui faire confiance. Bon, comme vous voyez, les paramètres sont très bons, la découpe s'est passée sans aucune difficulté et on a le plateau, enfin on a les crasses à récupérer. Et ben la porte ouverte, ça peut aider à récupérer facilement ces petits crasses. Donc voilà, hein, on n'en doutait pas, mais au moins on en a la confirmation. Ça découpe sans difficulté. Alors maintenant, je vais faire un petit test avec l'acrylique, hein, j'ai reçu de l'acrylique et on a de quoi tester. Donc je vais faire un petit test avec l'acrylique. Par contre, la plaque d'acier, elle a morflé, hein. Donc pour remontrer le processus, je mets la plaque d'acrylique, je vérifie ma hauteur focale, je prends ma petite plaque, ma petite carte avec le matériau et je la mets simplement dessus. Faudra la retirer avant la découpe, hein. Et il m'identifie automatiquement le matériau. Je lui demande de remplacer les paramètres pour tous les calques. Et voilà, il l'a identifié. Je viens cliquer sur caméra et photo pour remettre à jour ma caméra. Et évidemment, je retire le petit carton, hein. Alors, je vais en profiter de faire un petit test de découpe en acrylique pour aller choisir dans la bibliothèque de matériel, enfin en tout cas de projets, un petit projet sympa à faire. Alors vous voyez, il y a des projets de toutes sortes, holiday, donc les fêtes, il y a différentes catégories, différents classements. Moi, je vais venir me choisir un petit modèle qui est intéressant pour moi. Imaginons que je veuille tricher, prendre cette latte-là, mais je ne la veux pas en bois. Mais les paramètres qu'ils proposent ici pour les projets, c'est des paramètres pour un laser de 22 watts pour faire sur du bois. Je l'importe quand même et c'est pas très grave puisque, bon, alors d'abord je le positionne. Je pourrais sélectionner mon matériau dans la liste, mais là je remets la petite carte dans le laser. Et vous allez voir, voilà, il identifie automatiquement mon matériau. Je lui dis de mettre à jour pour tous les calques. Et pour les différents calques, il va me mettre les bons paramètres pour de l'acrylique vert de 3 mm d'épaisseur. Bon, alors déjà la découpe, hein, pas de problème. Ça semble avoir marché. Alors, est-ce que si je retire les petits morceaux de papier... Alors, retirer les petits morceaux de papier, c'est un petit peu pénible, hein. Bon, mais voilà, on a une règle. Alors, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus fort au niveau de la gravure. Mais bon, ça marche bien, hein, ça a découpé. On a ici... Hop, ce qu'il y a aussi, c'est de voir avec, avec la lumière. Mais donc, la gravure, c'est bien faite sur l'acrylique. Ici, c'est pas un acrylique transparent, hein, c'est un acrylique opaque. Avec la petite latte et le petit design. Enfin, donc bref, c'est plutôt un test concluant. Alors, une fonction sympa que j'aimerais encore vous montrer, hein, c'est une fonction de remplissage intelligent. Donc, là, j'ai mis quelques pièces comme ça, un peu à la sauvage. Imaginons que je vais graver dessus un logo. Ici, je vais prendre par exemple cette petite tête de singe. Je vais régler les paramètres de gravure en mode remplissage. Donc, je viens changer le calque. Je choisis gravure, je choisis remplissage et je viens bien adapter le petit singe là où je veux qu'il soit... comme il soit mis, hein, entre les petits points. Alors voilà, je vais mettre là entre les deux petits points et normalement en appuyant sur le bouton remplissage intelligent, il va me générer le modèle sur les différentes petites pièces qu'il reconnaît grâce à la caméra. Donc vous voyez, je clique ici sur remplissage intelligent, j'ai un petit cadre, hein, je dois avoir mes matériaux dans ce cadre, et puis je viens, alors je dois d'abord sélectionner mon modèle, hein, donc je viens ici sélectionner mon modèle, je clique sur remplissage, et il a trouvé tout seul mes matériaux et il les a repositionnés comme il pouvait entre les deux petits points. Alors c'est pas parfait, hein, vous voyez, ça se met pas exactement parfaitement entre les deux petits points au même endroit pour toutes les pièces, mais c'est déjà vraiment pas mal. Donc maintenant je vais lancer la gravure de ceci. Et voilà, donc ça s'est gravé sans aucune difficulté, hein, vous voyez bien, les positionnements des pièces ont été mis. Alors bon, hein, elles ne sont pas toutes positionnées comme il faut, mais comme vous avez vu, c'était au niveau de l'organisation du logiciel où l'intelligence, hein, le remplissage intelligent devait encore un petit peu s'améliorer, on va dire.
Mais en tout cas, cette fonction-là a bien fonctionné. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tester de graver, enfin, je vais installer Lightburn et on va voir si on peut l'utiliser avec Lightburn sans difficulté particulière. Et ben voilà, hein, c'est parti. Alors me voilà dans Lightburn, je vais voir s'il détecte l'appareil automatiquement, donc je viens cliquer ici sur appareil, je clique sur trouver mon laser, suivant, et là il cherche un petit peu et normalement il va trouver, voilà, donc il cherche hein, en temps réel, donc je comble, hein, j'occupe, ça prend un petit temps, et là il a trouvé mon laser avec les bonnes dimensions, donc je dois juste cliquer sur ajouter un périphérique, nommer mon laser comme je veux, donc je vais l'appeler Falcon A1, pas 1, voilà. Et puis suivant, et on a notre laser qui est configuré. Alors bon, Lightburn peut être utilisé de toutes les manières que nous voulons. Je ne vais pas me casser la tête avec la caméra maintenant parce que je pense que les gens qui vont utiliser ce laser vont plutôt moins utiliser Lightburn. Je voulais juste montrer qu'on pouvait le faire. On a la même procédure d'alignement de la caméra que on a vu plus tôt. Et voilà, hein, donc je ne vais pas faire un test de gravure avec Lightburn, mais on sait qu'on peut le faire. Alors pour tester, je vais prendre mon logo et je vais venir lui mettre des paramètres que je vais décider un peu de manière aléatoire. Donc en fait, j'avais vu qu'en mettant à 12 000 mm par minute et à 80% de puissance, ça donnait quelque chose. Je vais mettre 85 parce que je trouvais que ça manquait un peu de pêche dans l'autre chose, et puis je vais essayer de graver comme ceci l'image. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'aurais peut-être pu y aller un peu moins fort, mais en tout cas ça a marché sans aucune difficulté. Je vais maintenant faire une découpe, hein, comme ça, pour voir. Et pour vous donner une idée, là au paramètre j'étais donc à 12 000 pour 85%. Pour la découpe, je vais prendre ici ce fichier ce fichier image que je vais tracer et vectoriser et réduire, et puis comme ça on pourra faire une découpe qui est quand même assez fine, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, alors la découpe, vous voyez, ça a l'air de s'être bien passé, seulement les feuilles sont très fines, donc je vais peut-être prendre un petit outil hein, pour hop, pour le faire tomber, comme vous voyez. Aussi finement, voilà. Donc, voilà pour une petite découpe super fine. Donc vous voyez qu'avec Lightburn, aucun problème pour l'utiliser non plus.
Bon, alors quelle conclusion je vais pouvoir tirer de ce graveur? Eh ben, une conclusion très très bonne. Pourquoi? Alors, j'ai pas les prix, hein, mais je pense qu'il va être aux alentours de 500-600 €. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est plutôt mon pronostic que vraiment des faits, hein, puisque là, des faits, j'en ai pas. Mais je pense que il va être à ce prix-là. Alors, franchement, je trouve que, comment dire, Creality, que ce soit dans l'impression 3D ou la gravure laser, j'avais perdu un petit peu de... Enfin voilà, j'étais pas Creality, on va dire ça comme ça. J'ai commencé avec des Creality en impression 3D et je pense que c'était des très bonnes machines, et puis ils sont un peu reposés sur leur laurier et ils ont sorti des choses en multipliant les modèles, et c'était devenu... Ouais, voilà, j'étais plus content de Creality. Et ben, ça fait 2 produits que je teste de Creality pour lesquels je me dis waouh. Donc l'AK2+, hein, dont j'ai fait le test sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, et ce Creality Falcon qui est, qui est super pour moi, qui est super dans une logique de grand débutant. Je pense que si, hein, vous êtes un artisan qui a besoin d'avoir un laser pour la productivité, bah, la surface de travail déjà va être un petit peu petite, et puis de toute façon vous utiliserez Lightburn, donc les fonctions de IA et autres, bon, c'est pas votre truc, donc ce laser il est pas pour vous, et c'est pas grave, hein, les produits sont pas censés être universels pour tous les usages. Et ce produit-ci, je le trouve excellent pour le public qu'il cible, c'est-à-dire les personnes qui veulent utiliser un graveur laser pour des projets décoratifs, pour des projets créatifs, un petit peu domestiques, qui n'ont pas forcément une grande connaissance ou une grande habitude avec la gravure laser. Et grâce à ça, Creality propose une solution qui est facile à utiliser si on l'additionne avec son logiciel, je ne sais plus comment ça s'appelle, Laser Falcon Space, ou enfin bref, si on l'additionne avec leur logiciel, eh ben moi je trouve que ça marche du tonnerre. Et ben voilà, hein, je n'ai pas grand chose à dire. Je fais rarement des conclusions si peu nuancées, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas des masses de nuances sur ce produit-là. Ce produit-là est excellent, et la nuance sera à faire avec le prix. S'il est à 1200 €, je dirais ouais, là ça déconne, hein. Mais s'il est au prix auquel je pense, aux alentours de 500 €, eh ben, je pense qu'on a vraiment un produit qui va se démarquer et qui va permettre une démocratisation, un accès plus facile à la gravure laser, tout en ayant un cadre sécurisé. Alors, pour les personnes qui décideront de se lancer grâce à ce genre de machine, n'oubliez pas le purificateur d'air, hein, puisque les composés volatiles, ça va en dégager. Même si on a un extracteur d'air, il extrait vers le vide. Donc au moins la buse dans la fenêtre, mais le mieux c'est quand même d'avoir je disais extracteur, je vais dire purificateur d'air. Le mieux c'est d'avoir quand même un purificateur d'air vers lequel aller mettre cette petite buse. Pour le reste, je trouve hyper intelligent leur principe. Alors évidemment, on va se limiter, c'est hyper intelligent, mais c'est limité aux matériaux que vous achèteriez chez eux. Ceci dit, si vous avez maintenant une plaque avec acrylique 3 mm, et puis qu'après vous avez ce code QR, et qu'après vous achetez de l'acrylique 3 mm dans une autre marque, ça marchera aussi, hein. Pareil avec à peu près tous les matériaux. J'ai pas vraiment testé des matériaux, des grosses découpes et tout ça, parce qu'on est sur un laser 10 watts, et de toute façon on n'est pas sur un laser qui est fait pour la grosse découpe, hein, vraiment plutôt sur des petits projets créatifs. J'ai pas fait l'ensemble des matériaux que je pouvais avoir sous la main, déjà parce que j'en ai plus beaucoup, mais voilà, hein, je vais vous laisser découvrir ça. Pour moi, c'est vraiment une super machine. Voilà, désolé, hein, je suis pas très nuancé cette fois-ci. Je vais quand même simplement rappeler la nuance que j'ai mis en cours de gravure, hein, en cours de vidéo, pardon. C'est que les profils qu'ils mettent, hein, les profils d'utilisation sont très prudents, voire trop prudents. Du coup, eh ben, ils vont privilégier la lenteur à la puissance. Vous l'avez vu, alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en gravure laser et qui regardent cette vidéo, petit rappel vite fait,
pour déterminer le combo puissance-vitesse de travail, eh ben, il faut savoir, il faut connaître notre matériau. Sur du bois, par exemple, hein, ici on l'a vu sur une plaque, eh ben, il disait ben, on peut graver avec une vitesse de déplacement du laser à 3000 mm par minute et avec une puissance du laser à 40%. Donc ça, c'est la logique un petit peu. Hein. Et puis si vous modifiez l'un et que vous modifiez pas l'autre, vous allez avoir des effets différents, des profondeurs de gravure différentes, un marquage différent. Et puis si vous modifiez les deux, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez vu ici que par défaut, hein, pour le contreplaqué de peuplier de 3 mm, ils mettent 3000 mm par minute pour 40% de puissance. C'est très prudent. Vous avez vu que moi, je pouvais mettre 12 000 mm par minute pour 80% de puissance. Et j'avais un résultat que moi, je trouvais plus propre. Un peu moins prononcé, mais que je trouvais plus propre. Donc, voilà. Ça, ce serait peut-être le bémol que je ferais, c'est qu'ils ont été très, très, très prudents dans les... Alors, pourquoi je dis prudent? Mais parce que de manière générale, plus on va vite, plus il y a un risque qu'il y ait des mouvements qui se voient, hein, des petites vibrations, des petits... Et je pense que la machine, avec son système Core XY, peut encaisser quand même une certaine vitesse de travail et des mouvements. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'ils étaient fort prudents. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez surtout de ce graveur. Est-ce que ça vous convainc? Est-ce que vous n'êtes pas du tout convaincu? Essayez de quand même éviter le débat qu'on a dans les imprimantes 3D en disant ça sert à rien du tout, les gens qui s'y connaissent pas devraient juste pas se lancer. Je suis absolument pas d'accord avec ce point de vue, que ce soit dans les imprimantes 3D ou que ce soit ici dans les gravures laser. Moi, je vois d'un bon œil la démocratisation des technologies, pour autant que les constructeurs continuent à produire des machines qui permettent à ceux qui n'ont pas envie de rester dans le démocratique, dans le facile d'utilisation et donc dans le moyen, entre guillemets, de pouvoir avoir des moyens de personnalisation, des moyens d'aller plus vite. C'est ce qu'ils ont fait avec la K2+, hein, où on a une machine qui est quand même assez facile à prendre en main avec une calibration automatique. Mais on peut déverrouiller le firmware et puis essayer d'aller plus loin. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait ici aussi avec cette machine en ne la bloquant pas uniquement à leur logiciel à eux, mais on peut l'utiliser de manière tout à fait normale sous Lightburn. Par contre, là, ce qu'ils ont bien fait, c'est que la caméra, elle est utilisable avec leur logiciel facile, et ça, c'est pas toujours le cas. Dans d'autres graveurs laser que j'ai pu tester, ils mettent une caméra dans le caisson, et uniquement si on l'utilise avec Lightburn, et à côté de ça, ils proposent une version simplifiée d'un logiciel de gestion d'un laser qui ne permet pas d'utiliser la caméra que eux mettent dans leur machine. Et ça, je trouvais ça dommage. Ici, Creality y répond. Allez, je vous remercie. Et puis voilà, hein, abonnement, pouce, like, etc. Et je vous dis à la prochaine.